Je vous invite à fermer les yeux un court instant. Essayez de retrouver cette odeur familière. Peut-être est-ce le parfum de l'encaustique sur le parquet de votre maison d'enfance ou l'odeur sucrée de la confiture qui bouillonnait doucement sur la cuisinière en fonte. Entendez-vous le tic-tac lent et rassurant de la grande horloge du salon? Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps. Un retour au cœur de la France des années 60. Nous allons revisiter ensemble 20 rituels sacrés de notre jeunesse, ces gestes du quotidien que la modernité et la précipitation nous ont volés à jamais. Je vous conseille de rester avec moi jusqu'à la fin de notre voyage, car le 20e rituel que nous évoquerons est sans doute celui qui nous manque le plus cruellement aujourd'hui, celui qui définissait l'âme même de nos villages et de nos quartiers. Avant de plonger dans ces souvenirs, arrêtons-nous un moment sur ce qu'était le temps à cette époque. Dans les années 60, le temps s'écoulait différemment. Il n'était pas fragmenté par les notifications constantes ou l'urgence artificielle de notre siècle. Les choses prenaient le temps qu'elles devaient de prendre. L'attente n'était pas une punition, c'était un espace où l'imagination pouvait grandir. On entend souvent dire que nous avions moins de choses, que notre vie matérielle était plus modeste. C'est peut-être vrai. Mais notre vie émotionnelle, elle, était d'une richesse inouïe. Nous n'avions pas de téléphone portable pour rester en contact, mais nous connaissions le nom de tous nos voisins. Nous n'avions pas Internet, mais nous avions les longues discussions autour de la table familiale. Ces rituels que nous allons explorer n'étaient pas de simples habitudes. Ils étaient le ciment de notre société. Des moments de véritable connexion humaine que nous avons remplacés par des écrans froids. Redécouvrons ensemble la chaleur de ces années bénies. Commençons notre voyage en nous asseyant à nouveau sur ces vieux bancs d'école en bois massif. Rappelez-vous ce rituel immuable du matin, le remplissage des encriers. Dans la France des années 60, bien avant l'invasion des stylos à bille en plastique, écrire demandait de la préparation et un certain respect. Le maître d'école passait dans les allées pour verser cette fameuse encre violette dans les petits récipients en porcelaine blanche incrustés dans nos pupitres. L'odeur de cette encre était unique, un parfum piquant qui imprégnait la classe et nos doigts. Nous utilisions nos porte-plumes en bois, choisissant soigneusement notre plume sergent-major que nous trempions avec précaution. Il fallait trouver le juste équilibre pour faire les pleins et les délier, sans faire de pâté sur le cahier. Et si un accident arrivait, le buvard rose était notre sauveur, absorbant l'excédent avec sa texture duveteuse. Ce rituel matinal nous apprenait la patience et le soin du travail bien fait. La magie de l'écriture manuscrite, avec ses petits grincements sur le papier, est une poésie aujourd'hui presque muette. Passons maintenant au salon, où trônait majestueusement le poste de télévision, souvent un gros meuble en bois massif. Le rituel de la myrrhe et de la tente était quelque chose d'incompréhensible pour les jeunes générations. À l'époque de l'Office de radiodiffusion télévision française, la télévision ne diffusait pas en continu. Il n'y avait qu'une seule chaîne, en noir et blanc. Avant le début des programmes, nous regardions fixement cette image géométrique étrange qu'était la myrrhe accompagnée d'un sifflement continu ou d'une musique orchestrale d'attente. Nous étions tous assis là, en famille, fascinés, attendant que l'image apparaisse enfin et que la speakerine, avec son sourire parfait et sa diction impeccable, nous annonce le programme du soir. C'était un événement solennel. On ne choisissait pas ce qu'on allait regarder, on accueillait ce qui nous était offert. Cette attente collective créait une excitation formidable. Le simple fait de voir le logo de la chaîne s'animer était une récompense en soi. Ah, le repas dominical en famille. Évoquons ensemble ce monument de la culture française des années 60 et 70. Le dimanche, le temps s'arrêtait. Dès le matin, la maison s'emplissait des effluves du poulet rôti qui dorait dans le four, accompagné de ces pommes de terre qui baignaient dans le jus. On sortait la belle vaisselle, la nappe repassée de frais et les verres en cristal qui tintèrent joyeusement. Le repas n'était pas une simple pause pour se nourrir, c'était une cérémonie qui durait des heures. On passait de l'entrée au plat de résistance, puis venait le plateau de fromage fièrement présenté. Et enfin le dessert, souvent une tarte aux pommes ou un gâteau acheté à la boulangerie après la messe. Les adultes discutaient la politique, riaient fort, parfois se disputaient un peu, puis se réconciliaient autour d'un digestif et d'un café. Nous, les enfants, nous écoutions ces histoires de grands avant d'aller jouer dans le jardin. C'était un moment de communion absolue, une ancre solide dans notre semaine. Rappelons-nous aussi de la toilette du matin dans des salles de bain qui n'étaient pas toujours chauffées. L'odeur brute et si caractéristique de l'authentique savon de Marseille est indissociable de notre enfance. Le grand cube vert ou beige trônait sur le bord du lavabo. Nous utilisions ce fameux gant de toilette en tissu éponge, parfois un peu rêche, que nos mères frottaient vigoureusement sur le savon avant de nous nettoyer le visage et le cou. L'eau fraîche du matin finissait de nous réveiller. Il n'y avait pas des dizaines de flacons de gel douche au parfum synthétique. Le savon de Marseille servait à tout, au corps, aux mains, et parfois même aux cheveux. Son odeur de propreté simple, de lessive ancienne et de pureté rassurante nous suivait tout au long de la journée de classe.
Ce geste de friction énergique était une façon rustique mais saine d'aborder la journée, loin du confort aseptisé que nous connaissons tous aujourd'hui. Et que dire de la grande migration estivale, ce rituel majestueux du départ en vacances? L'image de la voiture familiale, souvent une Renault Dauphine, une Peugeot 404 ou une Simca chargée à ras-bord, la galerie sur le toit recouverte d'une bâche attachée avec des tendeurs. C'était le grand départ sur la mythique National 7. Pas de climatisation, on roulait les fenêtres grandes ouvertes, les cheveux au vent. Le voyage prenait voire 2 jours complets. Le moment le plus attendu était le pique-nique sur le bord de la route, à l'ombre d'un platane ou dans un champ. Le père dépliait la grande carte routière en papier sur le capot brûlant de la voiture, étudiant l'itinéraire avec une concentration extrême. On mangeait des œufs durs, du saucisson, des tomates à la croque. Le voyage lui-même était une aventure, avec ses embouteillages légendaires, ses pannes de radiateurs surchauffés, mais surtout une incomparable sensation de liberté vers la mer ou la campagne. Avançons dans nos mémoires vers les villages et les quartiers de l'époque. Souvenons-nous du passage du camion de l'épicier ou du boulanger ambulant. C'était bien souvent un tube Citroën reconnaissable entre mille. Nous entendions son klaxon joyeux résonner dans les rues bien avant qu'il ne s'arrête sur la place. Immédiatement, les portes des maisons s'ouvraient, les femmes sortaient avec leurs paniers en osier et leurs porte-monnaies remplis de lourdes pièces. Le camion s'ouvrait comme une caverne d'Ali Baba, révélant des étagères remplies de conserves, de pain frais, de bouteilles de lait en verre et de bonbons en vrac. Mais au-delà des courses, c'était le principal réseau social de l'époque. L'épicier connaissait la vie de tout le monde, prenait des nouvelles des malades, apportait les rumeurs du village voisin. Acheter sa baguette devenait une longue conversation chaleureuse sur le pas de la porte. Aujourd'hui, dans le silence froid des grands supermarchés, ce lien humain inestimable a totalement disparu de notre quotidien. Un autre rituel extraordinaire de patience était le développement des photographies argentiques. À cette époque, prendre une photo était un acte précieux. Nos appareils photo contenaient des pellicules de 24 ou 36 poses. On réfléchissait longuement avant d'appuyer sur le déclencheur, on demandait à tout le monde de ne plus bouger, de sourire. Et puis, au retour des vacances, venait le dépôt de la pellicule chez le photographe du quartier. L'attente durait parfois 1 à 2 semaines. Le jour où l'on allait chercher la pochette cartonnée jaune ou verte, le cœur battait plus fort. En famille, autour de la table, on découvrait enfin les images. Il y avait toujours des surprises, des photos floues, des yeux rouges à cause du flash à ampoule, des têtes coupées, mais surtout des éclats de rire face aux souvenirs figés sur ce papier glacé. On rangeait ensuite précieusement ces trésors dans de lourds albums à coins collants, des livres de notre propre histoire que l'on feuilletait avec respect lors des longues soirées d'hiver. Évoquons à présent un rituel du samedi soir qui résonnait dans presque toutes les maisons françaises, la corvée, ou plutôt l'art du cirage des chaussures. Pour être digne de la messe du dimanche matin et du repas dominical, nos souliers devaient briller de 1000 feux. Le père ou le grand-père sortait sa boîte à cirage, souvent une vieille boîte en fer blanc. L'odeur puissante et enivrante de la cire et de la térébenthine envahissait la pièce. Avec de petites brosses dures, on appliquait le cirage noir ou marron, puis venait le moment magique du lustrage avec un vieux chiffon en laine ou un bas filet. Le mouvement était rapide, rythmique, presque musical. Les chaussures retrouvaient de leur jeunesse, étincelantes sous la lumière de l'ampoule. Ce soin apporté aux objets, cette volonté de faire durer ce que l'on possédait, était une philosophie de vie. On ne jetait rien, on réparait, on entretenait avec fierté. Et comment oublier le rituel matinal des hommes au comptoir du café de la place? Dès 7 heures du matin, le petit bar du coin s'animait, le son des tasses épaisses qui claquent sur le comptoir en zinc, le sifflement aigre de la machine à vapeur préparant l'express. L'air était chargé d'un mélange de café torréfié, de l'odeur piquante du tabac brun des cigarettes gauloises ou gitanes, et parfois de la goutte de calvados ou de marc ajoutée dans la tasse pour se donner du courage avant l'usine ou les champs. On y lisait le journal, le Figaro, l'Humanité ou le journal régional grand format dont le papier froissé faisait un bruit sec. Les hommes commentaient les titres à voix haute, interpellant le patron. C'était un sas de décompression, un lieu de camaraderie pure avant d'affronter la rudesse du travail. Le zinc du bar était le cœur battant du monde ouvrier et paysan français. Poursuivons notre réflexion avec la majesté de la correspondance manuscrite. Recevoir des nouvelles n'était pas l'affaire d'une seconde, c'était le fruit d'une longue attente. L'écriture d'une lettre à la famille ou aux amis éloignés s'organisait le soir sous la lumière tamisée d'une lampe de bureau. On choisissait son plus beau papier à lettres, on sortait le stylo plume, on racontait la météo, la rentrée des classes, les récoltes, en formant de belles boucles. Puis, on léchait le timbre aux couleurs de la République. Quelques jours plus tard, la récompense arrivait sous la forme du facteur, cet homme en uniforme bleu,
à vélo ou en mobilette jaune, qui glissait la précieuse enveloppe dans la boîte aux lettres. Reconnaître l'écriture familière d'une grand-mère ou d'un amour de jeunesse sur l'enveloppe procurait un frisson immédiat. On l'ouvrait délicatement avec un coupe-papier pour ne pas la déchirer. Ces lettres parfumées de nostalgie sont aujourd'hui des reliques bouleversantes. Le soir, une fois la table débarrassée, venait un autre rituel apaisant, l'art de repriser et le tricot. Nos mères et nos grands-mères s'installaient dans le fauteuil le plus confortable du salon, souvent près du poêle ou de la cheminée. Elles sortaient ce drôle d'objet en bois en forme de champignon, autour duquel elles tendèrent le talon troué d'une chaussette. Avec un fil de laine de la même couleur et une grande aiguille, elles tissaient patiemment une toile solide pour réparer le vêtement. On ne jetait jamais un pull usé, on le détricotait pour en faire des écharpes ou de nouveaux tricots. Le cliquetis régulier des aiguillettes métalliques accompagnait le silence de la nuit ou les discussions à voix basse. C'était un acte d'amour discret, une façon de protéger les siens contre le froid de l'hiver en y mettant de son temps et de sa tendresse. Ce respect pour les vêtements nous manque terriblement à l'ère de la mode jetable. Un de mes souvenirs olfactifs les plus marquants de la fin de l'été est sans conteste la préparation des confitures de maison. Lorsque les arbres du verger ployaient sous le poids des prunes, des abricots ou des mûres, la cuisine se transformait en laboratoire enchanteur, on sortait l'immense bassine en cuivre massif, celle qui accrochait la lumière par ses reflets chauds. Les fruits, mêlés à de grandes quantités de sucre cristallisé, bouillonnaient lentement, dégageant une vapeur sucrée et capiteuse qui embaumait toute la maison et s'échappait par la fenêtre ouverte. Le rituel le plus fascinant était de voir la mère faire couler une fine couche de paraffine fondue sur le dessus des pots pour sceller la confiture avant l'hiver. L'étiquetage à la main, avec l'année écrite à l'encre, venait clôturer la cérémonie. Ouvrir un de ces pots lors d'un matin glacial de janvier, c'était retrouver le soleil et la chaleur de l'été français sur sa tartine. Avançons dans la rue et arrêtons-nous devant ce monument de verre et de métal, la cabine téléphonique à pièces. Avant que chacun ne possède un téléphone dans sa poche ou même dans sa maison, passer un appel était une expédition. Il fallait réunir de lourdes pièces de monnaie, souvent des francs en nickel, se rendre à la cabine du coin de la rue ou de la poste. À l'intérieur, il flottait toujours une odeur singulière de vieux papier due à l'énorme annuaire de la région, aux pages fines et jaunies, attachées par une chaîne métallique. On introduisait les pièces, on entendait le bruit sourd de la monnaie qui tombait, puis on tournait lentement le cadran circulaire. Il fallait crier un peu, car la ligne grésillait souvent. On observait à travers les vitres les passants dans la rue, tout en annonçant une naissance ou en prenant des nouvelles d'un parent éloigné. Ce petit réduit public était parfois le théâtre de nos secrets les plus intimes. Un autre rituel extérieur qui forgeait la vie de quartier était le nettoyage des légumes sur le pas de la porte. Au beau jour, les femmes sortaient une chaise en paille et s'asseyèrent devant la maison, dans la cour ou sur le perron, avec une grande bassine posée sur les genoux. Elles équeutaient les haricots verts fraîchement cueillis au potager ou écossèrent les petits pois avec une dextérité fascinante. Le bruit sec de la cosse qui s'ouvre, suivi du doux cliquetis des pois verts tombant dans le récipient en fer émaillé, formait une mélodie champêtre. C'était l'occasion de prendre l'air, d'observer l'animation de la rue et de saluer les voisins qui passaient par là. Chacun s'arrêtait quelques minutes pour discuter de la météo, de la récolte ou des enfants. Ce simple geste domestique se transformait ainsi en un véritable moment de sociabilité à ciel ouvert, une scène digne des plus beaux films de Marcel Pagnol. Revenons à l'intérieur de la maison pour écouter un son qui nous hypnotisait, le feuilleton radiophonique. Bien avant la généralisation de la télévision, la radio trônait en reine sur le buffet du salon. Ces grands postes en bois et en bakélite nécessitaient un temps de chauffe. On voyait la petite lumière verte qu'on appelait « l'œil magique » s'allumer lentement, tandis que les lampes à l'intérieur commençaient à rougeoyer. Et puis, la voix profonde et rocailleuse du narrateur sortait du haut-parleur. La famille entière se rassemblait autour de l'appareil. Nous écoutions dans un silence religieux les aventures policières ou les récits historiques. Le crépitement des ondes moyennes ou grandes ondes donnait une profondeur mystérieuse à l'écoute. Notre imagination devait tout créer. Les décors, les visages, l'action. Ce rituel du soir nous apprenait à rêver et à voyager mentalement sans jamais quitter le tapis de notre salon. Il y a un petit rituel presque clandestin que tous les enfants de l'époque ont connu. La récompense du quignon de pain sur le chemin du retour. La mission d'aller chercher le pain frais à la boulangerie nous était souvent confiée. Avec les quelques pièces en ancien ou nouveau francs bien serrées dans la paume de la main, nous allions chercher cette longue baguette dorée. Son odeur de levure et de farine chaude, sa croûte croustillante qui chanterait presque sous les doigts, étaient des tentations irrésistibles. En rentrant à la maison, il était coutume, et presque tacitement toléré, de croquer le crouton, le bout le plus cuit et le plus savoureux de la baguette. Ce petit morceau arraché furtivement était notre salaire, notre privilège de porteur de pain.
Arriver à la maison avec une baguette intacte relevait de l'exploit héroïque, et nos parents souriaient invariablement en voyant le pain amputé de son extrémité dorée. Souvenons-nous également du système de consigne des bouteilles en verre, une pratique écologique bien avant l'heure. Dans les épiceries de l'époque, que ce soit pour le lait, le vin de table étoilé ou la limonade, tout était vendu dans de lourdes bouteilles en verre. Une fois la boisson terminée, il n'était pas question de jeter le précieux contenant. Nous rincions la bouteille et nous la mettions de côté. Le moment venu, c'était un plaisir pour nous, les enfants, de ramener ces casiers entiers à l'épicerie. Le bruit des bouteilles vides qui s'entrechoquaient gaiement dans le panier résonnait dans la rue. Le commerçant calculait la valeur de la consigne et nous rendait la différence en monnaie trébuchante, ou mieux, en petites caramels ou en réglisse. Ce rituel nous responsabilisait, nous apprenant très tôt que la matière avait de la valeur et que rien ne devait se perdre dans une économie de bon sens. Parmi les figures disparues de nos rues, il y a celle du rémouleur. C'était un événement en soi. Il annonçait son arrivée dans le quartier ou le village en sonnant une petite cloche ou en criant de sa voix forte. À cet appel, toutes les maîtresses de maison sortaient avec leurs couteaux de cuisine émoussés et leurs ciseaux à couture. Le rémouleur installait sa drôle de machine, souvent une meule actionnée par une pédale ou couplée à la roue de sa bicyclette. Et le spectacle commençait. Dans un crissement métallique intense, la lame pressée contre la pierre tournait à toute vitesse, projetant de magnifiques gerbes d'étincelles dorées qui fascinaient les enfants attroupés autour de lui. En quelques minutes, d'un geste expert et ancestral, l'outil retrouvait un tranchant parfait. Ce commerce ambulant, ce service rendu de main à la main faisait vivre nos rues et rendait nos objets presque éternels. Parlons aussi de la préparation de la chaleur domestique avec la corvée de charbon ou de bois d'allumage. Avant l'ère des radiateurs électriques qui s'allument d'un clic, chauffer la maison en hiver demandait un effort physique quotidien. Le rituel consistait à descendre à la cave, souvent obscure et poussiéreuse, avec un seau en fer zingué. Là, l'odeur caractéristique de la poussière de charbon et de l'humidité du sous-sol nous enveloppait. Il fallait charger le boulet de charbon à l'aide d'une grande pelle ou fendre du petit bois à la hachette dans la cour engourdie par le gel. Remonter ces seaux lourds dans les étages nous essoufflait. Mais lorsque le poêle à charbon s'embrasait enfin au cœur du salon, lorsque la fonte devenait brûlante et diffusait sa chaleur douce et enveloppante dans toute la pièce, le réconfort était immense. Cette chaleur-là, gagnée par le travail de nos bras, semblait avoir bien plus de valeur et d'âme. Enfin, nous voici arrivés au 20e et dernier rituel, celui qui m'émeut sans doute le plus et qui manque tant à notre société moderne. La veillée du soir entre voisins, à la belle étoile. Durant les longues soirées d'été, après une rude journée de travail, il n'y avait pas de télévision pour nous enfermer à double tour dans nos salons. Les gens sortèrent les chaises pliantes en bois et en toile sur les trottoirs, devant les portes des maisons ou au centre des cours d'immeubles. Les adultes s'asseyaient là, profitant de la fraîcheur nocturne. On refaisait le monde, on riait aux éclats, on partageait parfois un verre de vin ou une tisane. Les anciens racontaient des histoires effrayantes ou drôles de leur propre jeunesse. Nous, les enfants, nous jouions à cache-cache dans la pénombre, guidés par la lueur des lampadaires vacillants, jusqu'à ce que nos parents nous appellent pour dormir. Ce n'était pas juste une habitude estivale, c'était la plus belle définition du mot fraternité. Nous ne formions qu'une seule et grande famille. Au terme de ce voyage, nous réalisons que ce que nous pleurons avec cette époque révolue, ce ne sont pas de simples objets obsolètes en bois, en verre ou en bakélite. Ce n'est ni l'encre violette, ni les anciennes pièces de francs que nous regrettons. Ce qui nous manque profondément, c'est l'essence même de ce temps. La chaleur humaine, le sentiment inébranlable d'appartenir à une communauté solidaire et cette merveilleuse lenteur qui donnait de la saveur aux moindres gestes du quotidien. Si ces souvenirs ont fait vibrer une corde sensible dans votre cœur, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce en l'air pour soutenir ce travail de mémoire. Surtout, ne partez pas sans me répondre à cette question. Parmi tous ces rituels, ou d'autres que je n'ai pas cités, quel est le souvenir le plus précieux de votre enfance que vous aimeriez revivre juste une dernière fois ? Écrivez votre histoire dans les commentaires, je lirai chacune d'entre elles avec la plus grande attention. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à très bientôt.